BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est quelqu'un qui dirige la plus grande mutuelle de la fonction publique. Bonsoir Mathias Savignac. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, donc président de la MGEN. Alors il se passe beaucoup de choses du côté des mutualistes et notamment de de la MGEN parce que il y a des petits néo-assureurs, des petits jeunes que j'ai reçus ici souvent bien sûr, notamment Alan, ce qu'on appelle les néo-assureurs, qui vous bousculent, qui vous rentrent dedans et qui vous piquent des contrats. Là, il y a Bercy, vous confirmez Bercy, ça y est, c'est sûr, c'est fait, c'est signé. L'Assemblée nationale avant, vous me direz comment vous réagissez, quelle est votre riposte. Et puis on parlera de la TVA sociale dans un instant. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, puisque vous avez une vision de mutualisme, donc peut-être de la fonction publique un peu différente, évidemment. Et puis, il y a aussi la question de la Sécu qui est au bord du gouffre. Et puis, vous publiez un livre. Alors, un livre où on se dit, tiens, j'ai reçu plein de livres sur les patrons qui veulent s'exprimer. Mais le vôtre, il est un peu différent. Ça s'appelle Patron autrement. Grosso modo, vous dites, est-ce qu'on peut présider une entreprise quand même de 10 000 personnes 4 milliards de chiffre d'affaires. Absolument. Sans avoir une vision, une performance économique absolument clouée devant soi, ou du moins, est-ce qu'on peut avoir performance économique et performance sociale? On va revenir là-dessus, mais évidemment, on va en rattraper par l'actualité. On ne pouvait pas trouver une meilleure date pour que vous veniez ici en plateau, Mathias Savignac. D'abord, la Sécu au bord du gouffre. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes. C'est la première fois quand même qu'un établissement, que la Cour des comptes, tire la sonnette d'alarme à ce point-là. Quelle est votre réaction ? Ça fait quelques années déjà qu'on tire la sonnette d'alarme collectivement sur le fait que la sécurité sociale est en déficit. Oui, mais là, on pourrait ne plus être financé. Donc on ne pourrait plus payer les prestations. Si les chiffres que je donne sont inexacts, vous me reprendrez, mais on est sur une projection de 25 milliards d'euros de déficit pour 2025. Là, nous étions à autour de 15 milliards d'euros en 2024. Donc une dérive des comptes sociaux avec des outils qui étaient utilisés au préalable, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui aujourd'hui n'est plus une solution. Et donc ça aggrave mécaniquement la situation de la sécurité sociale. Et donc, Cour des comptes, il y a un rapport aussi des 3 hauts conseils, dont le HCAM, qui a été produit et qui tente d'esquisser des trajectoires et des solutions pour redresser les comptes sociaux. Bon, le constat est là, vous êtes d'accord, vous n'allez pas le contester quand même? Ah non, je conteste absolument pas le constat. La sécurité sociale va mal. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous réagissez? Enfin, vous dirigez une très très grosse mutuelle. C'est quoi votre réaction? Alors tout d'abord, peut-être préciser que la MGEN gère aussi la sécurité sociale des fonctionnaires. On est la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires. Ah oui, vous êtes la caisse même, vous. Ouais. On est l'assurance maladie obligatoire des fonctionnaires et l'assurance maladie complémentaire des fonctionnaires. On est les deux. Quasiment la grande sécu pour celles et ceux qui remettraient le sujet de la grande sécu sur le devant de la scène. On s'en éloigne un peu aujourd'hui puisque la sécu, dans son contour actuel, traverse des vicissitudes assez importantes. L'idée de généraliser la sécurité sociale sur tous les pans et tous les aspects de la santé, ce spectre-là semble s'éloigner pour des raisons de financement et de déséquilibre économique. Moi, ce que je tiens à rappeler, c'est que la sécurité sociale, dans notre pays, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est le bien commun, c'est ce qui permet à chacun, indépendamment de ses revenus, de sa condition, de se soigner ou de trouver une solution pour les aléas de la vie. Elle est déséquilibrée, la sécurité sociale, et vous allez naturellement m'amener sur la question de la TVA sociale. Oui, mais pas tout de suite. On va laisser la TVA sociale, ça arrive. La question est d'abord de 2 points. Est-ce que la Sécu, est-ce que la MGEN, vous êtes dans une situation aussi difficile, pour ne pas dire catastrophique, que notre Sécu, que la Sécu privée? Alors non, parce qu'en fait, on la gère. On ne fait pas, voilà. on ne brode pas sur des dispositifs ou des prestations que ne proposerait pas la sécurité sociale dans le cadre du régime général. Nous ne faisons que la gérer. Mais nous avons des conditions de gestion, des contraintes qui sont au moins aussi élevées, voire plus que celles de toutes les caisses primaires d'assurance maladie. Nous sommes rémunérés, si vous voulez, avec une forme de performance dans notre gestion de la sécurité sociale des fonctionnaires. Et donc, est-ce que vous êtes en déficit? Est-ce que vous êtes... Dans quelle situation? Aujourd'hui, nous sommes rémunérés à la hauteur de la gestion. On n'est pas déficitaire parce qu'en fait, on ne fait que verser l'argent de la Sécu. Nous sommes, nous, le gestionnaire, celui qui est l'interface entre les assurés sociaux de la fonction publique et l'assurance maladie. Nous sommes un peu la courroie de transmission entre les deux. Donc, nous ne générons pas plus de déficit ou plus d'économies que la sécurité sociale. Mais est-ce qu'on peut dire, on va le dire autrement, est-ce qu'on peut dire que le système de protection sociale, si on exclut les retraites, justement,
est déficitaire, celui de la fonction publique? Alors, j'ai pas les chiffres. En fait, c'est très difficile parce que... Oui, c'est très difficile, c'est pour ça. C'est le pot commun. Voilà, la sécurité sociale, c'est le pot commun. On ne discrimine pas ou ne segmente pas la population au sein de la sécurité sociale. Ouais. Comment est-ce que vous voyez, Mathias Savignac, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer... Parce que là si on ne peut plus payer les prestations, c'est dramatique pour les Français. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, à votre avis? Comment vous expliquez déjà ces dérapages? Vous avez vu les chiffres comme moi. Comment vous les expliquez? Vous êtes au cœur de la machine, quand même. Je ne vais pas être extraordinairement différent de ce qui est porté dans le débat public, mais il y a un sujet d'organisation du système de santé, avec une perte d'efficience. Ouais. Il y a, bien évidemment, j'anticipe pas sur la question qui viendra sur la TVA sociale, mais sur le mode de financement et sur la question des dépenses de la sécurité sociale. Et je crois qu'on se focalise beaucoup sur la question des dépenses de la sécurité sociale. L'Ondam, etc. Ouais. Exactement, ou le PLFSS, tous les ans, qui est un casse-tête absolu pour savoir quel est le périmètre d'action de la sécurité sociale et qu'est-ce qui est transféré aux complémentaires santé. Mais peut-être faut-il faire un pas de côté et se dire, est-ce que le sujet, finalement, c'est les dépenses de santé ou le coût de la santé? Parce qu'on fait finalement masse de tout. C'est pas pareil que de se dire, dans la négociation avec les professionnels de santé, on augmente de 2-3 euros le prix de la consultation médicale dès lors qu'il s'agit d'un acte technique qui apporte une vraie plus-value dans la relation au patient, ou si on est sur la solvabilisation de biens ou d'équipements médicaux fournis par des commerçants. Ouais. Vous voyez, je considère que ça n'a pas la même valeur entre un acte médical et un dispositif de bien médical. Parfois, vous savez, on produit des biens médicaux, je ne rentre pas dans le détail, dont le coût de revient est de quelques euros et le prix de vente est de quelques centaines d'euros. Finalement, est-ce que c'est à la solidarité nationale de solvabiliser ça? Je n'ai aucun sujet avec le fait que les médecins doivent être rémunérés au bon niveau pour les actes qu'ils pratiquent. Mais il y a une partie commerciale dans la prise en charge sécurité sociale, comme des complémentaires santé d'ailleurs, dont on pourrait questionner la pertinence. Vous voyez la différence entre les dépenses en santé et le coût de la santé. Alors, on a un exemple tout trouvé. Mathias Savignac, les taxis. Les taxis qui protestent parce que on va leur retirer une partie substantielle, enfin du moins pour certains, une partie substantielle de leurs revenus. Quelle est votre position? Est-ce que vous les soutenez? Ou est-ce que vous dites, c'est vrai que c'est absurde, ça coûte quoi, entre 3-4 milliards? C'est absurde d'avoir des taxis qui ne vivent que justement sur le fait de conduire Madame X faire son scanner ou faire quelque chose, et en plus toute seule. Donc vous voyez, vous êtes de où là-dedans, Mathias Savignac, pour essayer de vous situer un peu, si vous permettez? Je ne me permettrai pas de présumer connaître le modèle économique des taxis, des chauffeurs de taxi. En revanche, on ne peut pas tellement être surpris aujourd'hui de l'explosion des dépenses sur les transports sanitaires. Dès lors que depuis quelques années, on a pris le virage ambulatoire. C'est-à-dire qu'on amène de plus en plus les gens à aller et revenir à l'hôpital et de ne pas y rester dans le temps d'un séjour. Mécaniquement, ça augmente le nombre de trajets et donc de transport. Ça n'aurait pas posé question si on était resté dans un monde de prise en charge avec du séjour ou du court séjour. Le monde ambulatoire génère une inflation de recours au transport sanitaire. Et après, bien évidemment que le coût est sans doute très élevé, mais la question, c'est finalement, est-ce que les gens qui utilisent le transport sanitaire le font en bon escient parce qu'ils n'ont pas la capacité eux-mêmes il y a des dérapages, à se déplacer. C'est comme dans la Sécu, comme partout. Oui, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Sans doute, mais est-ce qu'au motif de quelques dérapages, c'est l'ensemble des gens qui en ont besoin qui doivent être pénalisés ou se voir renier leur prise en charge? C'était Antoine Armand avec qui j'avais ce débat hier sur BFM TV, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui postule pas à la mairie d'Annecy, pourtant libéral, macroniste. Il disait, mais oui, mais en fait c'est très compliqué, parce que c'est vrai que ça coûte cher. Voilà, moi aussi, je me suis dit, on pouvait faire des économies lorsqu'il était à Bercy. Mais en même temps, il n'y a pas les réseaux urbains suffisants pour prendre le train, pour prendre le car, pour aller à l'hôpital, parce que ça, pour le coup, ça nous coûterait encore plus cher. Donc finalement, les taxis, ils ont quand même légitimité. Enfin, c'était un point de vue. Alors, il y a quelque chose qui vient renchérir ça. La désertification médicale, le fait que le plus en proximité de chez vous, vous ne trouvez pas la spécialité ou le professionnel ou le praticien dont vous avez besoin, ce qui vous oblige à vous déplacer sur de plus longues distances. Et ça renchérit nécessairement le coût du transport médical. Mathias Savignac, alors, le débat, c'est vraiment au cœur des débats, on ne parle que de ça. François Bayrou a ouvert un peu plus grand la porte que ne l'avait ouverte le président Macron lors de son intervention sur TF1. Est-ce que la TVA sociale, est-ce qu'il faut changer
le financement de la protection social tel qu'il existe, parce que le modèle social aujourd'hui, il est bousculé par la démographie, il est bousculé par des dérapages. Est-ce qu'il faut changer le financement de la protection sociale? Et puis après, évidemment, ça nous conduit à la TVA sociale. Oui. Alors évidemment, on voit bien que l'aspect démographique, qui fait diminuer le nombre d'actifs sur lesquels sont basées les cotisations sociales qui financent la protection sociale, dont la sécurité sociale, le nombre d'actifs diminue. Le nombre de retraités augmente, et dès lors qu'on a un système qui est basé sur les revenus du travail, mécaniquement, ça crée un déséquilibre. D'accord ? Donc, il doit falloir changer des paramètres pour pouvoir faire tenir le système. De là à se dire qu'on passe d'une protection sociale basée sur les revenus du travail à une protection sociale, alors, de ce que j'ai vu des propositions, c'était une part des cotisations sociales qui était transférée, pas la totalité, et qu'on le fait porter sur la consommation, finalement. Ça crée tout type de consommation. Oui et non, parce que justement, là vous allez l'étape d'après, parce qu'il y a plusieurs étapes, c'est savoir, effectivement, à quoi ça sert et jusqu'à combien ça sert, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce qu'on c'est pour enlever toutes les cotisations? Évidemment que non. Et puis ensuite, c'est pour enlever lesquelles cotisations? Les cotisations des salariés ou les cotisations patronales? Ça, c'est quand même la grande question. On n'a pas aujourd'hui les détails, les contours de ce qui est proposé. On est sur la mécanique générale, mais ceci dit, la mécanique générale raconte quelque chose. Dès lors que vous mettez plus de pression sur la TVA, vous touchez uniformément toute la population. Ça dépend si vous me le dites. Les plus aisés comme les plus fragiles. Et moi, j'aime bien faire la distinction, finalement, sur la consommation entre ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Dès lors que vous mettez la pression, sauf à déterminer des secteurs, des champs, des produits. Bien sûr, comme ça existe, il y a 4 taux de TVA et notamment il y a les taux des prêts. Mais on reviendra, si vous voulez bien, sur les taux de TVA. Oui. Parce qu'il y a aussi besoin de mettre de la cohérence dans tout ça. Mais dès lors que vous mettez une pression substantielle sur ce dont les gens ont besoin, vous rendrez plus difficile l'accès à ce qui finalement permet de répondre aux besoins primaires. Et si vous mettez la pression par ailleurs sur ce dont vous avez envie, ça peut être des biens de consommation, de loisirs ou quoi que ce soit, vous aggravez la fracture entre celles et ceux qui ont et celles et ceux qui n'ont pas. Entre l'utile ou le nécessaire et l'accessoire. Mais donc, en fait, toute solution peut être bonne à étudier, mais ce qui fera la différence, c'est les modalités d'application, ce qu'on disait sur ça va concerner quel périmètre. Principe, vous n'êtes pas farouchement opposé comme Manuel Bompard, comme les filles, comme une partie de la gauche. Moi, je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable, encore une fois, parce que, au final, c'est toujours la même partie de la population qui se trouvent mises en difficulté, les plus fragiles ou les moins aisés. Ça dépend, parce que ça peut être aussi une manière de redonner de pouvoir d'achat et d'augmenter le salaire net, parce que c'est la grande question aujourd'hui. Parce que hier, j'entendais Patrick Martin, le président du MEDEF, qui nous disait parce que les entreprises, elles sont confrontées à la concurrence, donc elles vont un peu absorber ce surplus de TVA s'il y a. Et puis en plus, les importations, elles seront taxées. Donc ça, c'est quand même un atout. C'est une manière quand même de renflouer un peu plus. Moi, j'en reste au principe, finalement, plus égalitaire et plus juste, de préserver, finalement, l'accès aux biens de consommation essentiels pour les Françaises et les Français à un niveau qui soit possible et soutenable. Les différents niveaux de TVA, puisqu'on parle de cohérence de l'ensemble du système. Oui, alors attendez, juste avant d'aller sur les exonérations des charges, des cotisations sociales. Certains disent que ça coûte 80 milliards, oui, ça coûte très cher. Exonération de charges patronales, exonération de charges sociales, notamment au niveau du SMIC. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup trop, ou vous trouvez ça justifié parce que ça pèse trop sur le coût du travail? Les charges sociales pèsent sur le coût du travail, mais c'est le principe finalement de notre solidarité nationale. Oui, mais enfin, qu'il y a que les 11 millions de salariés qui payent. Oui, et les moins aisés, de toute façon, se voient un peu protégés par des exonérations qui permettent aux plus bas revenus de ne pas payer la même chose. Pour moi, ça fait partie de la solidarité nationale. Vous savez, à l'AM Jeune, on a un principe, on cotise selon ses moyens, c'est-à-dire qu'on a une cotisation qui est basée sur le revenu, graduellement, et on reçoit selon ses besoins. Et donc, à prestations égales, vous pouvez avoir un adhérent qui cotise plus que notre. Ça s'appelle la solidarité entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas. Ça fait partie finalement un peu du pacte social, de notre contrat social, de se dire on organise notre société
pour que chacune et chacun, quel que soit son niveau de revenu, puisse accéder au moins aux besoins primaires. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est la MGN, alors parce que je disais la MGEN, on dit la MGN visiblement. La MGEN. Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, le fonctionnaire qui est au bas de l'échelle, il a les mêmes droits que celui qui est en haut de l'échelle, mais il cotise moins? Oui. Et comment il y a une proportionnalité. D'accord. Ce qui fait que finalement, vous voyez, c'est ceux qui gagnent plus cotisent plus. C'est plafonné parce qu'on sait qu'à un moment donné, les choses deviennent inacceptables. Et pour les plus bas revenus, il y a une forme de solidarité. On s'assure finalement qu'on se protège mutuellement. La faire mutualité, c'est ça. C'est permettre à chacune et à chacun d'être protégé de la même manière, indépendamment de sa condition, de sa situation. Et je trouve que c'est important aujourd'hui parce que finalement, on est, dans toutes les constructions sociales qu'on voit, tous les projets, dans des constructions par antagonisme, par opposition aux autres. Et finalement, en mutualité, on arrive à organiser des solidarités entre les plus jeunes et les plus âgés, entre les actifs et les retraités, et entre les plus bas revenus et les plus revenus. C'est une utopie qu'on a réussi à mettre en œuvre depuis 80 ans. Oui, alors c'est une utopie qui est un peu mise à mal par les fameux néo-assureurs, notamment Alan, qu'on connaît ici. Comment vous expliquez leur succès? Ils vous ont piqué Bercy, c'est quand même des forteresses Bercy, c'est quand même un sacré coup. Ils vous ont pris l'Assemblée nationale, là aussi, symboliquement, j'imagine que c'est difficile à avaler. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez leur succès? Vous savez, ils sont plus jeunes, proposent des choses plus positives? Plus sympa, plus fun? Je sais pas. Je vous pose la question. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que je fais 30 secondes de retour dans le passé. En 2015, il y a l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui généralise les contrats collectifs obligatoires pour les entreprises. La fonction publique n'était pas concernée. Et nous-mêmes, mutualistes, si je suis honnête, étions les premiers à dire, encore une fois, l'État impose à d'autres ce qui ne s'impose pas à lui-même. Finalement, faire en sorte que l'employeur, privé, mais aussi public, contribue à la protection sociale. C'est aujourd'hui le cas. L'employeur public a décidé de contribuer à la protection sociale de ses agents. Il ne le fait pas tout à fait de la manière avec laquelle on aurait espéré qu'il le fasse. Ça veut dire quoi? Comment il a décidé de mettre en concurrence par le truchement d'appels d'offres des opérateurs sur la base d'un cahier des charges auquel vous répondez. Vous êtes retenu, vous n'êtes pas retenu. C'est la concurrence. Mais on est dans la fonction publique. Moi, je n'ai absolument rien contre toutes les formes d'entreprendre. On a cette chance dans notre pays de pouvoir entreprendre, créer, innover. Je dis juste que dans la fonction publique d'État, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Quand on est mutualiste, je ne parle pas que de la MGN, je parle de toutes les mutuelles qu'on appelle les mutuelles 45, les mutuelles de fonctionnaires, qui d'ailleurs, je le rappelle, ont été créées il y a 80 ans par des fonctionnaires eux-mêmes, pour des fonctionnaires eux-mêmes, alors même qu'il n'existait aucune protection pour eux. Ils ont été à l'initiative de créer des modèles de protection collective. Ça dure depuis 80 ans. Aujourd'hui, la concurrence remet en jeu un peu tout le monde. Et alors Quand on est une mutuelle de fonctionnaires, je le dis positivement, quand on est une mutuelle de fonctionnaires, on a des points physiques d'accueil sur tout le territoire national. Parce qu'on considère que la santé, c'est quelque chose qui touche à l'intime, et que quand vous avez un coup dur dans la vie... Parce que vous êtes mutualiste, vous n'avez pas de problème de rentabilité, si? Bien sûr que si. On est confronté à la même réglementation. C'est pas parce qu'on ne rémunère pas d'actionnaires et qu'on n'est pas financé par des fonds singapouriens et émiratis qu'on n'a pas la même réglementation, la même pression concurrentielle que les autres. Simplement, on ne rémunère pas d'actionnaires. On ne rémunère pas du capital. Tout ce qu'une mutuelle gagne, soit elle le met en réserve parce que la réglementation l'y contraint, soit elle le redistribue à ses adhérents. Est-ce que Jean-Charles Semel... Oui, enfin là, je n'ai pas compris pourquoi ils vous ont piqué votre place, quoi. Parce qu'ils ont répondu à un cahier des charges en étant plus agressifs sur la réponse au cahier des charges. Voyez, mais pourquoi vous n'avez pas été plus agressif? Mais parce qu'on est responsable. Parce que justement, vous n'avez plus les mêmes en fait, contraintes. Non, on ne fait pas les promesses qu'on ne sait pas tenir. D'accord. Je vais vous dire un truc. On a une pression actuellement. D'ailleurs, tous les ans, sempiternellement, on en vient sur les frais de gestion des mutuelles qu'on considère c'était la question d'après, c'est pour ça. Mais comme je voudrais qu'on parle de votre livre, c'est pour ça que je vous bouscule, Mathias Sévignac. Les frais de gestion, c'est avant tout des choix politiques avant d'être des conséquences économiques. Je disais, on fait le choix d'avoir des points d'accueil physiques sur tout le territoire pour être en interconnexion avec les agents. On considère que sur la santé, quand vous avez un coup dur, un problème, c'est pas votre téléphone qui vous permet de prendre en charge le mieux votre santé. Donc nous, on fait en sorte que tout notre emploi, tous les emplois de la mutuelle, les 10 000 salariés sont en France. Nos emplois ne sont pas délocalisables. On fait le choix de stocker nos données, qui ne sont pas nos données d'ailleurs, qui sont les données des agents de la fonction publique,
de les stocker sur des serveurs en France et de les protéger du mieux possible. On se sent responsable de ça. Et surtout, nos moyens de vivre, on n'a que les cotisations de nos adhérents, on n'est pas recapitalisable, on ne peut pas être racheté, on ne peut pas spéculer sur la valeur du mutuel. Pour vous, c'est une concurrence qui est faussée. C'est ça, grosso modo, vous nous dites. Je sais Parce pas que si le cahier des charges, il ne correspondait pas à ce que nous sommes, donc on ne peut pas répondre à tout. C'est ça que vous répondez. Je dis juste, on a fait des choix politiques sur le fait d'assumer des frais de gestion qui sont pas tout digital. Et encore une fois, le digital, c'est important. Mais est-ce que leur modèle nous challenge finalement. Est-ce que de l'autre côté, vous avez des Jean-Charles, vous le connaissez, Jean-Charles Samelin, vous l'avez déjà. Tiens, ce serait intéressant de faire un face-à-face. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde chez vous? C'est toujours la grande question sur le mutualisme. On dit qu'il y a trop de personnel. Non, absolument. Non, d'accord. Pourquoi il y a des hausses des frais des mutuelles? Parce que l'assurance maladie transfère des charges qu'elle prenait en charge et qu'elle transfère au complémentaire santé. Chez vous, ça a été combien, par exemple, la MGN? Ça dépend d'un PLFSS à l'autre. Oui, mais là, globalement, vous voyez, il y a l'ONDAM. Depuis janvier? On n'a pas augmenté depuis janvier. Nous, on n'augmente pas. C'est l'Assemblée générale qui décide des augmentations de cotisations en juillet. Et elle le fait en fonction à la fois de la consommation médicale, de l'ONDAM et des transferts de charges. Et alors, en juillet prochain, ça sera une hausse de combien? Très peu, parce qu'on regarde aujourd'hui, on observe une sous-consommation médicale sur le premier trimestre. Les gens vont peut-être moins à l'hôpital, moins chez le dentiste, moins chez l'opticien. Et donc aujourd'hui, on a une baisse de la consommation médicale. On anticipe ça en disant, par rapport à l'ONDAM, par rapport à la projection de l'augmentation des dépenses de santé, si on voit qu'il y a une sous-consommation, on augmente de manière moindre les cotisations. Et quand on voit que sur un exercice complet, il y a une sous-consommation, on s'est mis en capacité de redistribuer à nos adhérents une partie de leurs cotisations. Est-ce que vous allez faire un recours contre le Bercy? Pas du tout, parce que nous n'avons pas candidaté sur l'appel d'offres de Bercy. C'est la Mutuelle Générale des Finances qui a candidaté. Ça lui appartient. Mais nous l'avons fait nous-mêmes sur le ministère de la Transition écologique, sur des questions de fond. C'est en instruction, donc je ne rentre pas dans les détails du sujet. Il appartiendra à chacune mutuelle qui, pour les raisons qui lui sont propres, de porter un recours ou pas. Alors, vous publiez ce livre où vous dites... c'est très gros, la MGN, c'est 10 000 salariés, 4 milliards. Vous dites qu'il est urgent de réconcilier performance économique et performance sociale. C'est du reste le discours que vous avez tenu. Oui. Alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant. Vous dites qu'en fait, le chef d'entreprise, c'est le nouveau politique. Ça fait résonance, je ne sais pas si vous avez vu la une de Challenge avec Michel-Jean Leclerc qui disent « Vive les politiques ». C'est ça que vous avez envie d'être? Non, je dis le patron est le nouveau politique, mais en fait, ce que je dis, c'est que l'entreprise est le nouveau politique. C'est l'entreprise qui est le nouveau politique. En réalité, quand vous regardez, les politiques aujourd'hui devraient avoir 3 caractéristiques. S'inscrire dans le temps long, avoir une capacité à agir et une légitimité à agir. Inscription dans le temps long, on voit bien que ce n'est plus tellement le cas, hein. Souvent, ils ont les yeux rivés sur le baromètre ou la cote de popularité. La légitimité à agir est quand même singulièrement affaiblie par l'abstentionnisme et la perte de confiance des citoyens dans le politique. Et puis la capacité à agir, tout ce qu'on vient de se dire sur les problèmes budgétaires, la dette publique, font que les marges de manœuvre de l'État sont réduites. Les entreprises ont ces 3 caractéristiques. Elles s'inscrivent dans le temps long. RSE, CSRD, investissement socialement responsable. Aujourd'hui, nous sommes tenus de tenir compte des effets de nos activités sur le long terme. Nous sommes légitimes à agir parce que nos salariés veulent mettre du sens à ce qu'ils font et on a une capacité à agir parce que la performance économique, on la met au service de la performance sociale. Donc, maintenant j'ai retrouvé ma voix, donc quand vous voyez un Michel-Édouard Leclerc plébiscité par les Français, mais ou d'autres, vous n'étiez pas dans la liste, mais vous auriez pu, vous dites, c'est la logique de l'histoire. Je ne dis pas ça. En même temps que je dis que l'histoire confère aujourd'hui une responsabilité nouvelle aux entreprises. Je ne dis pas que, après avoir considéré qu'il fallait une personnalité de la société civile pour mener le pays, on passe à une situation où il faut un chef d'entreprise. Un État, ce n'est pas une entreprise. Et parce que la somme de ce que font les entreprises, ça ne fait pas un projet collectif. On est au-delà qu'une simple gestion. Moi, ce que je cherche à partager, c'est que les entreprises ont une responsabilité politique dans notre société aujourd'hui. Elles doivent jouer cette partition-là. Souvent, les entreprises, d'ailleurs, sont interpellées pour mettre en œuvre les politiques publiques.
Nous avons donc un rôle politique. Oui, c'est un peu ce que vous faites, vous, oui. Je peux vous poser la question, je ne sais pas si vous avez regardé ces fameuses commissions d'enquête au Sénat, notamment sur les aides aux entreprises, et notamment celle de Bernard Arnault. Vous avez quoi comme image de Bernard Arnault, vous, ou des patrons du CAC 40 ? Je ne les connais pas, figurez-vous. Oui. Je ne les connais pas parce que ce que je raconte un peu dans mon livre, c'est que je n'ai pas fait les mêmes écoles, je n'ai pas le même parcours. On gravite, il y a tous les parcours dans le CAC 40. D'accord, il y a des énarques, des normaliens, mais il n'y a pas que ça. Hein. Bon, il y a aussi des écoles de commerce, vous avez raison. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais je ne me permettrai pas, encore une fois, de juger la stratégie d'une entreprise qui lui appartient. Elle est issue d'une culture... Non, mais parce que vous dites, moi j'ai abandonné tous les attributs du pouvoir, mon bureau est au milieu de l'open space, etc. Je me demande si vous n'avez pas une vision quand même encore un peu patriarcale, un peu à l'ancienne du patron d'aujourd'hui. Peut-être. Ce que je sais en tout cas, c'est que beaucoup de patrons aujourd'hui ne mesurent sans doute pas assez le rôle qu'ils peuvent jouer par rapport à leurs salariés, par rapport à leurs clients. Parce qu'on parle beaucoup de bien-être, de qualité de vie au travail. Moi, ce qu'il me semble important dans une entreprise, et toutes ne sont pas construites comme ça, c'est la question de la démocratie en entreprise. Finalement, les gens ne sont pas simplement des exécutants, ils font partie aussi de l'entreprise, du sens que l'entreprise porte et de sa capacité à agir. Et donc, on doit aujourd'hui trouver des modalités d'organisation qui permettent de prendre en compte et de valoriser la diversité. Vous savez, les entreprises aujourd'hui, dans une société, on n'arrive plus à se causer. Quand on regarde l'Assemblée nationale, les gens ne veulent pas se parler, ils veulent avoir raison. Oui. Mais les entreprises aujourd'hui sont un des derniers lieux de l'altérité. Là, on est capable de faire tenir toute la diversité de la société et cette diversité de la mettre au service d'un projet d'entreprise. Là, je trouve que c'est assez remarquable. Est-ce que vous dites le président doit être le garant de deux choses, ce qui rentre et ce qui sort. Ce qui rentre, c'est visant la stratégie. Ce qui sort, c'est la stratégie aussi. Ce qui rentre en termes à la fois économiques et ce qui sort aussi. Mais ce qui rentre, ça veut dire on est garant de toute la diversité qui rentre, mais de ce qu'on produit envers nos adhérents, envers nos salariés, tout ce qui nous fait, toutes celles et ceux finalement qui nous font confiance. Oui. Mathias Savinac, je vous raconter aussi dans votre livre, hein, c'est pour ça que je peux en parler en conclusion, parce que vous parlez de la politique, vous êtes allé à l'Élysée, etc., parce que la personne qui vous accompagne dans la vie, on va dire ça comme ça, c'est Marlène Schiappa, qu'on connaît bien ici, bien sûr. Ça vous tenterait quand même, la politique, elle, on sait que ça lui tente et que ça la démange, mais vous, ça vous tenterait ou pas ? À l'Élysée, à l'Élysée, un ministre ou, je sais pas, un député, puisqu'on parlait de ça, ça vous tenterait d'avoir une carrière politique? Je ne me suis pas posé la question, parce que ce que je fais aujourd'hui... C'est pour ça que je vous la pose. Oui, mais je vous dis que je ne me la suis pas posée, donc je vous répondrai pas, parce qu'en fait, ma manière d'y répondre aujourd'hui, c'est de me dire, de là où je suis, j'ai une capacité à agir. Je la sens réelle, concrète et finalement utile. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, l'engagement politique tel qu'il est structuré et permis aujourd'hui, permet autant d'être utile? Je ne dénigre absolument pas toutes celles et ceux qui prennent des engagements. Quand même dans... Mais aujourd'hui, je me considère pleinement utile dans ce que fait la MGEN, dans ce que font les mutuelles. Et donc, je trouve que c'est une manière aussi de faire de la politique, mais au service d'un projet concret qui permet aux Françaises et aux Français de mieux se soigner. Oui, puis je sais que ça va être quelque chose de plus en plus compliqué, un défi, on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup, Mathias Savinac, d'être venu ici. Patron autrement, publié chez Stock tout de suite. Vous retrouvez les experts, Stéphanie Colo. La grande interview sur BFM Business.